Même si nous y étions préparés, lorsque sur les ondes radio on entend à tous en avant, là le sang se glace un peu, tout le monde se regarde et puis et on y va bien entendu. Le schéma vient de l'avant, c'est-à-dire que la section d'infanterie ou le peloton de chars est accroché ou hésite à monter sur un assaut, il fait une demande de tir. Cette demande de tir est relayée par des observateurs d'artillerie qui sont avec les sections. Et donc cette demande de tir remonte au PC du régiment d'artillerie. Elle est traitée informatiquement par des calculateurs qui transforment ça en gisement et en distance pour les canons qui sont derrière. Ensuite, le commandement du régiment d'artillerie attribue à une batterie le tir ou à deux batteries ou à l'ensemble du régiment. Et donc cette attribution de tir a dû être répartie entre les batteries françaises et les batteries américaines. Mais il n'y avait pas une batterie pour un régiment, non, c'est l'ensemble de l'artillerie qui appuyait l'ensemble des demandes, qui répondait du moins à l'ensemble des demandes de tir en fonction de la situation tactique. Un peloton de pièces, c'était 10 hommes, hein, dont le pilote du TRM 10 000. Un canon doit être prêt à tirer en 5-6 minutes. Oui. Et pour dégager la position, en 2-3 minutes, il doit avoir quitté. Après, là aussi, ça dépend du nombre d'obus à décharger ou à recharger, de la situation tactique et des positions, etc. Mais en un temps très court, un canon peut être prêt à tirer. Il était techniquement vendu pour 20 km. En fait, les tirs, on les faisait rarement au-delà de 18 km. Pourquoi ? Parce que quand on arrive dans la frange des derniers kilomètres, il y a une dispersion qui se fait à l'arrivée. Comme on tirait quand même relativement près des troupes amies, c'était pas la peine d'essayer d'avoir des effets collatéraux. Et donc nous avons tiré généralement dans la frange 15-18 km. C'est une histoire de confiance entre l'avant et l'arrière. Là, après, derrière, au niveau de la pièce, au niveau du PC de la batterie, on se pose pas de questions. Il y a une demande de tir qui arrive, on a des éléments, on les affiche, on tire. C'est à l'observateur, celui qui est avec la force appuyée, c'est à lui de bien faire le travail et d'être sûr des coordonnées qu'il transmet. Mais bon, déjà à l'époque, il y avait les télémètres laser, il y avait un certain nombre de moyens qui évitaient quand même des grosses erreurs. Il n'y a pas eu d'erreur d'ailleurs. Lorsque le régiment a franchi la frontière, la difficulté a été de suivre le rythme des fantassins et des cavaliers. Qui sont équipés de façon beaucoup plus légère que les Bigorre. Le rythme de la manœuvre ne nous a pas aidés, mais deux, la nature même du terrain a été retardatrice, à mesure où nous sommes d'abord passés sur des terrains très cassants, qui nous ont occasionné beaucoup de crevaisons, donc qui ont ralenti certaines équipes du régiment. Et ensuite, nous avons rentré dans un terrain de dunes, notamment une vaste dune qui croisait l'axe de progression. Et donc nous avons eu énormément de mal à nous en sortir. Nous avons eu plus d'une nuit à sortir une batterie de la dune pour pouvoir assurer. Mais en aucun cas, à aucun moment, il y a eu rupture. Et à tout moment, les batteries du régiment ont pu appuyer, ont pu répondre aux demandes de tir des fantassins ou des cavaliers. Autre problème, pouvoir aussi assurer les flux logistiques, notamment lors de la période d'assaut, les flux logistiques en munitions, car ces munitions, elles s'épuisent assez vite. Les camions ont un emport limité, et donc il fallait absolument retourner à derrière, en chercher, les ramener vers l'avant, les ramener sur les positions des batteries de tir, et retourner. La Noria, pendant tout l'engagement, la Noria a continué, de telle façon à ce qu'il n'y ait à aucun moment rupture de munitions.